Très bien, mais on va commencer cette table ronde. C'est l'occasion pour tous de poser les questions qui n'ont pas été posées pendant la journée où on rattrapait nos éventuels retards. Donc je pose tout de suite la question au public. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs intervenants à qui vous voudriez poser des questions ou à qui vous voudriez adresser vos commentaires en ce début de table ronde? Non? Si vous n'y allez pas, moi j'y vais. Oui? Bonjour. Je me présente. J'ai pas une question à l'un d'entre vous en particulier, mais plutôt en général. Je suis venu aujourd'hui avec une approche un tout petit peu différente. J'étais venu vous voir, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une quinzaine de jours. Je suis docteur en psychologie clinique et en psychanalyse, et j'ai fait un travail sur les processus créateurs, sur la place du corps, sur le temps, mais d'un point de vue intrapsychique, et donc beaucoup plus d'un point de vue de comment pouvait s'exprimer la mémoire du sujet au travers de son acte de création, et comment est-ce que le public pouvait accueillir ça. Et j'ai trouvé cette journée passionnante, ça a beaucoup résonné en tout cas avec pas mal de questionnements que j'avais, et alors de manière tout à fait subjective, je me suis beaucoup interrogé au fil de toutes vos interventions sur la place du ressenti, justement. C'est-à-dire il y a beaucoup, vous faites beaucoup une analyse par rapport au formel, par rapport éventuellement aux mouvements cognitifs qui peuvent être à l'œuvre par rapport à ce qui se passe, la perception du corps, tout ça, mais pas tellement finalement sur sa mise en sens par le sujet. Et pour moi, effectivement, l'expérience émotionnelle artistique, elle se fait aussi beaucoup sur la mise en sens et sur comment est-ce qu'on peut intégrer quelque chose d'une œuvre. Voilà, je ne sais pas si la question est très claire, je ne suis pas doué pour les questions claires, mais je voudrais savoir voilà, comment est-ce que vous l'avez réfléchi dans ce projet? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une interrogation? Enfin, quelle place elle a, si elle en a une? Voilà. Kitsu? Mais en fait, j'entends bien le sens de cette question parce qu'on est dans cette deuxième année où on s'est dit que sur ce séminaire, on se focalisait sur la question de la méthode et de comment ça crée de la connaissance. Par contre, en allant très vite au début, quand j'évoquais justement la méthode qu'on met en place avec tous les jeunes avec lesquels on va travailler et tous les encadrants aussi, en fait, on est vraiment sur le ressenti. C'est-à-dire que quand je parlais du temps où en fait on démarre pendant les 3 premières semaines et en fait on expérimente avec les jeunes aériennes la transformation du corps, la pratique de l'image en essayant de trouver son intuition par rapport à la technique. Les premiers moments, tout le monde est accroché à la technique, que ce soit les aériennes, que ce soit les chefs-op, que ce soit la musique, tout le monde est avec son matos, expérimenter, trop content d'expérimenter tout. Parce qu'on n'a pas souvent des moments comme ça pour se dire, allez, il n'y a pas de création prévue, mais il y a juste, on cherche. Donc au début, tout le monde est très, très derrière sa technicité et tout le temps du travail, c'est justement d'échanger ensemble. Ok, ça s'est fait comme ça, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Mais qu'est-ce que, au niveau de l'image, par exemple, bon, moi, avec les aériennes, on est dans le même langage, pour le coup, pour reprendre la question du langage. Donc encore que c'est danse et cirque, donc il faut déjà se comprendre. Mais ensuite, avec l'image, par exemple, moi, je peux utiliser des mots qui résonnent autrement pour les gens de l'image et qui disent autre chose. Et souvent, on met un temps avant de se comprendre. Et tout ça, c'est pour se comprendre. Je ne sais plus qui a dit à un moment, c'était dans les interventions, c'est vraiment la question corporelle qui fait qu'à un moment, on se comprend sans vraiment, sans que nos langages finalement s'adaptent. Mais il y a un moment où il y a ce fameux ressenti ensemble de quelque chose. Et du coup, je crois que chacun reste un petit peu sur ses langages, mais il met un petit peu de ce que les autres ont vécu et de ce vécu partagé ensemble. C'est à ce niveau-là qu'il y a vraiment beaucoup de ressenti. Donc notre question pour cette deuxième année, c'est justement comme on est à fond dans le ressenti finalement, je pense. Enfin, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais il faut qu'on arrive à organiser ce ressenti et voilà, quoi. De la scène in situ, mais comment est-ce que vous pourriez le travailler, l'analyser
c'est ce qu'on essaye de faire là, tout Voilà. simplement. C'est la thématique un peu de la journée, et puis dont on va essayer de s'emparer pour... c'est ça l'histoire. Hein. Il faut qu'on progresse là-dedans, au fond. J'ai envie de répondre par rapport à ça, parce que en fait, on est toujours dans il y a un truc qui est très problématique, hein, et qui est intéressant justement à questionner, c'est qui est assez en lien avec l'approche psychanalytique. Donc j'entends ce type de questionnement. À partir du moment où on va verbaliser quelque chose, et la nécessité de verbaliser, et la nécessité de mettre des mots, on l'a dit ce matin, je crois que c'est toi qui l'as dit, voilà, je montre quelque chose avec du doigt, je le désigne, je le nomme. Donc quelque part là, on va dire, ça fait sens au sens, on va dire, concept. Et on sort du sens au sens sensoriel, quoi. Voilà. Hein. Mais ce moment-là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas le précipiter. Parce que on aurait la tentation, dans une démarche scientifique ou d'objectivation, de vouloir mettre des mots et de vouloir désigner et de vouloir nommer. Et c'est ce qu'on va faire peut-être dans un cadre pédagogique où on va essayer là d'avancer ensemble vers quelque chose de quantifiable, mesurable, d'évaluable, etc. On n'en est peut-être pas encore là, de crainte de fermer un peu l'univers qu'on essaye d'ouvrir. Là, voilà. Et on est encore dans une phase où on cherche, on n'a pas envie de fermer en nommant. Voilà, on veut garder cette... Mais à un moment donné, il va peut-être bien falloir le faire d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas quand, on repousse peut-être ce moment-là. Mais dans la phase actuelle, on n'y est pas. Peut-être d'abord parce que justement on est quand même dans une forme d'intermédialité, hein, et du coup il y a coexistence de plusieurs types de langage, quoi. Le ressenti on l'a sur le plan sonore, on l'a sur le plan visuel, on l'a certainement sur le plan corporel aussi pour tous ceux qui sont engagés avec la danse. Après c'est reposer à nouveau la question finalement de l'explicite, hein. Rendre explicite, c'était un peu ce qu'on abordait ce matin. Alors, c'est vrai que pour nous, enfin, ça dépend vraiment des approches, hein, mais par exemple, venant du domaine un peu art numérique et musical, en tout cas, nous, souvent, rendre explicite, c'est très souvent aborder les choses de façon poétique, c'est-à-dire documenter un processus de création. Ou pour d'autres, pour ceux qui vont avoir plutôt une formation philosophique, esthétique, ça va être faire du discours sur l'art. Et il y en a peut-être un troisième que tu connais peut-être. Voilà, mais vas-y. Oui, donc en art plastique, il y a eu une école de la poétique qui vient d'Aristote. C'était notamment, voilà, vous aussi, et René Pesseron à Paris 1 a vraiment été un des chantres. Et du coup, nous, c'est plutôt ce qui se fait quand on fait. Ce qui est en train de se faire quand on le fait. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée de la maïeutique. Enfin, voilà. Donc, mais ça, c'est très intéressant, je trouve. Tu as parlé d'intermédialité. Donc, je trouve qu'en France, on n'y est pas très habitué. Et du coup, là, c'est quand même extrêmement riche et porteur. Et je pense que ça demande justement d'être à l'écoute de la pensée que l'on a de certains termes qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont en articulation de manière absolument singulière et pertinente avec le médium avec lequel on travaille. Et ça, c'est une richesse. C'est rare. Enfin, moi, je trouve que c'est une richesse. Ce matin, sur la question enfin, des langages, encore une fois, hein, c'est-à-dire quelle épistémologie pour chaque discipline, en fait. Quand le langage s'arrête à ça, en fait, parce que la musique en soi n'est pas un langage, c'est la façon justement dont on en parle dans une communauté, dont on la fait et dont on la reçoit, quoi. Voilà, bon, j'irai pas plus loin que ça parce que c'est tout ce que je connais un peu. Mais ça rejoint ce qui se disait ce matin sur la question des langages, voire des jeux de langage. D'ailleurs, mais c'est toujours là où vous faites aussi très très prudent parce que on peut se casser la figure aussi, hein, mais d'où une certaine rigueur qui est nécessaire et donc d'où une démarche qui peut être dite épistémologique, hein, au sens des sciences d'un art ou d'une discipline, quoi. Mais voilà, donc après, produire du discours sur ce qu'on fait et surtout sur comment c'est perçu, ça dépend vraiment des uns et des autres. Moi, je sais que pour ma part, là, je suis carrément incompétente, en fait.
C'est vrai que j'apprécie beaucoup, ça a été le cas d'ailleurs quand on a fait les performances, hein, après d'écouter ce que les uns et les autres, les circassiennes, leurs profs, etc., entendent le discours des gens qui ont vu la chose. Là, ça me renseigne beaucoup. Mais moi, je ne peux pas en dire trop là-dessus, à part dire voilà comment j'ai fait, voilà pourquoi je fais dans un contexte donné, etc. Quoi. Autre question ? Tiens, on a un micro par ici. Moi, j'aimerais un peu répondre à votre question, mais du point de vue d'étudiant. Enfin, c'est marrant parce que l'expérience qu'on a eue à l'automne dernier, c'était vraiment très très dense, très très concentré, ça allait très très vite. Et c'est marrant parce qu'il s'est passé plein de choses, on a ressenti plein de choses. Et j'ai l'impression que le langage qu'on va pouvoir mettre dessus, il vient progressivement par étapes. Et en fait, tout le moment, on était dans l'immédiateté, on commentait ce qui se passait, ce qu'on faisait, ce qu'on voyait, sans forcément beaucoup prendre le temps de conceptualiser, théoriser. Donc il y avait vraiment quelque chose de l'immédiateté. Il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à dire. Je me souviens, une fois, on avait fait un plan, nous, sur une petite dolly, une petite grue. Et on a eu la sensation de tout d'un coup s'envoler avec les acrobates. Et on a eu un petit peu de mal à le formuler. On était encore sous le coup de l'émotion. Donc il y a des choses comme ça très instantanées. Après, en fin d'expérience, on a fait, nous, des bilans, mais qui étaient plutôt, on va dire, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu sur l'organisation, la logistique, etc. Donc, c'était un autre type de discours. Aujourd'hui, on est plutôt plus dans le concept, dans la théorie. Enfin, il y a des moments, je pense, pour chaque chose. Et après, d'un point de vue personnel, moi, j'ai eu des émotions que j'ai pu avoir ou des choses que j'ai vécues, que j'ai pas compris sur le moment, mais qui se sont décantées après parce que je suis resté un peu dedans d'une autre manière. Mais c'est en étant d'une autre manière que j'ai pu les formuler ou pas. C'était... Claire qui a dirigé mon mémoire s'est bien rendu compte qu'il y a des moments où c'était compliqué de théoriser. Donc voilà, je pense que ça vient par étapes, voilà. Et du coup, tu évoques une chose, je pense, importante, c'est la mise à distance du ressenti. C'est-à-dire comment, et au fond, la création d'une performance, normalement, ça évoque ça. À la fois, ça évoque le travail d'empathie sur le spectateur, c'est-à-dire on veut communiquer quelque chose de notre expérience, et à la fois c'est une certaine mise à distance aussi. Et du coup, en termes peut-être par rapport à ces questions psychanalytiques, c'est très important, je pense, cette question de mise à distance. On n'est pas là juste pour embarquer les gens en dehors de tout. On est là pour à la fois les embarquer et à la fois les renvoyer sur eux pour qu'il y ait une sorte, en tout cas en termes de corporel, une sorte de conscience du corps qui s'éveille, mais qui est personnel et qui est autonome. On n'est pas pour faire en sorte que ça marche et puis que tout le monde est embarqué comme une foule unanime, quoi. On est vraiment sur l'autonomie et voilà, de la personne. En fait, ces deux notions sont importantes et du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis quand il y a des moments, même par rapport à ce qu'on a vécu, la mise à distance est importante, quoi. Et puis, j'aimerais juste, en quelque sorte, pour abonder encore dans ce sens, beaucoup des efforts qu'on a déployés aujourd'hui, et ce dont on vient de parler aussi, vont dans le sens de rendre partageable ou rendre dissible ce qu'on a ressenti, donc de trouver les mots pour dire et pour transmettre ce ressenti-là et pour rendre opératoire ce ressenti. Voilà, dans tout ce qu'on a dit. Tout cela ne peut pas éliminer ou faire le tour de l'œuvre entière. Donc il y a aussi, et c'est évident dans les productions, une place absolument irremplaçable de l'œuvre elle-même. C'est dans l'œuvre et dans l'expérience artistique de produire l'œuvre, d'être confronté à l'œuvre en tant que public, que se retrouve toute la complexité de ces différents aspects qu'on a essayé de rendre opératoires, d'expliciter, de préciser tout ça. L'expérience du contact avec l'œuvre, que ce soit au moment de la création, de l'interprétation, dans ces moments-là, ou de la réception par le public, c'est l'œuvre qui recèle cette complexité-là, irréductible, et qui peut donc susciter constamment, de façon toujours renouvelée, de nouveaux ressentis. Et sur cela, on n'a, comme créateur ou comme interprète, pratiquement aucune action claire. Bien sûr qu'on agit dessus, on fait des choix d'interprétation, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans la tête et dans le cœur du public. Donc, d'où l'importance absolument essentielle de
faire l'œuvre, défaire le processus, voir la poétique du processus et remettre l'œuvre là, ou ne pas toucher l'œuvre. Ce sont deux choses indépendantes en quelque sorte qui doivent coexister. L'œuvre toute seule, elle peut exister sans qu'on en parle, bien sûr. Mais dans une démarche de recherche, dans une démarche académique, il est indispensable justement qu'on en parle. Donc ces deux états, disons, de complexité doivent être toujours présents, à mon avis. C'est bien cette question qui nous fait rebondir. Moi, je trouve ça très intéressant parce que là, vraiment, vous avez lancé une bonne piste. Là, hein. Moi, je rebondis sur le mot « mot ». Je me dis oui, il y a des mots, mais il n'y a pas que des mots. Oui, et une manière on va dire de ressentir, c'est déjà de sentir une deuxième fois, parce que c'est ça le ressenti. Je sens, je ressens. Et c'est cette idée de répétition, de rebond, je pense, qui est intéressante, qui prend des formes diverses et multiples et variées, notamment ce qui nous est apparu là, enfin en tout cas moi qui m'est apparu à travers les outils du design, qui sont des formes différentes, qui sont des outils, des supports, des manières de visualiser, de donner des traces sonores, visuelles, etc., qui sont une manière de mettre à distance la documentation et de faire sens, sans qu'on ait besoin de dire « ça veut dire ça hein ». Mais bon, le sens, il se dépose dans tous ces objets-là. Voilà. Dans cette direction-là, j'avais une question à poser à Aurélie, puisque là, justement, il est question là de... en filigrane là-dedans, elle présente la question de l'écriture, de comment on organise toutes les possibilités de réalisation que l'on a. Et j'aimerais te poser la question, Aurélie, dans le design, ou particulièrement des matériaux qui réagissent, des matériaux intelligents, où une temporalité particulière, tu disais, apparaît, dans quelles échelles a lieu cette temporalité-là et combien peut-on les écrire? C'est-à-dire quel contrôle on a dans l'état de l'art actuel, hein, quel contrôle on a sur ces temporalités et de quel ordre elles sont? Est-ce que de l'ordre de quelques secondes, de quelques heures, de quelques millisecondes? Alors déjà, c'est très variable d'une technologie à l'autre, donc je pourrais répondre que sur celle que j'ai expérimentée. Et aussi, ça dépend de la maturité de la technologie. Donc pour tout ce qui est changement de forme et ce que j'ai pu montrer, la durée de vie des polymères électroactifs, quand c'est produit dans des conditions de laboratoire, ça peut avoir une certaine durée de vie, parce que ça a été testé en ingénierie, etc. Je n'ai pas de réponse très claire sur combien de temps, mais ça peut se compter en années, disons. Dans le cas de moi, des installations que j'ai produites, on était sur des choses qui étaient réalisées dans des ateliers de design avec de la poussière, des choses comme ça. Et alors, en termes de mouvement, moi, ce qui se passait avec les éléments, c'est que je suppose la gravité et le fait que le matériau se sèche dans le temps, ça réduisait l'amplitude de mouvement, qui fait que dans la première installation que j'ai montrée, au bout d'un mois, on était sur des mouvements qui étaient à peine perceptibles, par exemple, mais qui ont pu être grandement améliorés à la fois sur la partie programmation électronique, à la fois sur la construction des matériaux dans la deuxième installation, qui restait et qui était exposée aussi dans des conditions, pas d'exposition publique, mais de laboratoire, et qui a tenu... elle est restée 6 mois accrochée, donc en termes de forme, en termes de dynamique, on n'a pas mis en permanence l'électricité, mais du coup, ça pouvait être réactivé. Mais ce qui se passait beaucoup avec ces matériaux-là en particulier, c'est qu'on avait des courts-circuits. Donc, en fait, pour avoir un matériau qui fonctionne, il fallait être sûr le jour de l'ouverture que tout fonctionne, il fallait en produire à peu près 10. Et sur l'autre technologie là, qui réagit à la lumière, moi j'ai pas fait les tests en particulier puisqu'on est resté vraiment à l'échelle de l'échantillon. Je ne saurais même pas dire si 6 mois après, 1 an après, il bouge encore, et probablement
pas tant que ça, vu l'échelle de maturité de la technologie. Et en termes d'échelle temporelle de leur action, c'est-à-dire le temps que ça prend pour passer d'un état à l'état extrême opposé, alors, avec tout ce qui était électroactif, c'est vraiment contrôlé par l'amplitude de voltage, donc c'est vraiment un mouvement direct. Voilà, donc ça peut être très lent si on veut, ou très rapide. La limite, c'est la vitesse de relaxation du matériau, et j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est pas super rapide comme vous avez pu le voir. Et pour l'autre, c'était un peu plus de mémoire, je crois que c'était 20 secondes pour lorsque c'était courbé pour se redécourber. Par exemple. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être ajustées aussi au niveau moléculaire, etc. Il y aurait effectivement tout un travail de chimie, d'ingénierie pour répondre aux attentes de designers, de chorégraphes par rapport à ces questions-là. Et qui a été, pour moi, l'effort a été d'expliciter déjà les possibles et les limites. Si je pose la question, c'est justement dans le sens de rendre encore plus, disons, accessible, ou de faire encore sur des idées. Dans quelle échelle on insère ces matériaux-là si on va s'en servir dans un spectacle, dans une pièce, voilà. Si on veut une réponse aussi rapide que les grains sonores et visuels qu'on avait, c'est pas forcément ça qu'on va chercher. Par contre, si on veut une réponse comme un lent fondu enchaîné, c'est intéressant de le penser. Moi, je pense qu'on est déjà sur les questions de demain matin, parce que on est sur votre workshop et là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire concrètement. J'ai pris de l'avance. C'est des questions redondantes complètement sur l'utilisation de la technique avec le corps, quoi. On est quand même pour avoir travaillé avec les capteurs, c'est un peu l'enfer quand même. Absolument, oui. Donc, on va parler demain matin, oui, de toutes ces questions de concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire. Oui, non, juste, ça me fait penser votre intervention sur cette temporalité à quelque chose qui est peut-être plus général, et je pense par rapport justement à votre travail dans un apesanteur, à score, à l'émergence de la forme. Voilà, et donc toute cette question, voilà, peut-être que c'est un lieu commun pour vous, mais moi c'est quelque chose qui me passionne voilà, et ça rejoint toute cette théorie de la formativité dont on parlait, et qui, je pense, traverse, je dis pas les âges, mais au moins depuis 1 ou 2 siècles, c'est quelque chose qui avait été théorisé par Parenson, pour ceux que ça intéresse, mais du coup qui est extrêmement réactualisé, me semble-t-il, par vos travaux respectifs, quels que soient les médiums, justement. Et on pourrait ne pas y penser, mais c'est par rapport à votre intervention, enfin ricochet via Aurélie, voilà. Tout à fait. La question d'émergence, c'est vraiment... D'autres questions? Moi, j'ai une question. Je suis arrivée assez en retard, donc peut-être vous l'avez déjà traité, ou j'ai pas pu voir les projections, mais je vais la poser quand même, parce que vous parlez du corps infini, et la question c'est par rapport à la voix. Est-ce que la voix, justement, comment on saisit à travers l'image cette question de la voix, ce matériel qui est la voix? Oui, alors il faut dire que là, dans le type de performance que tu as construite, Kitsu, il n'y a pas tellement de place pour la voix. La voix n'entre pas, sauf que, comme pour disons, la construction du design et des contenus sonores qui se sont faits, comme je disais ce matin, il y a eu des prises de son sur le plateau, donc la voix était présente à travers les prises du plateau, c'est-à-dire souvent un souffle. On a fait des exercices exprès aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Mais en tout cas, il y a eu des mots qui ont été attrapés, disons, et puis qui après ont été granulés, si on peut dire. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que c'est pas la voix. Enfin, voilà. Attends, je finis. En fait, peut-être tu sauras dire quelque chose là-dessus, Kitsu, mais quand on parle de mouvement en apesanteur et surtout de gravité, il n'y a pas de gravité dans la question sonore. C'est-à-dire le son, son milieu, c'est l'air, quoi. Donc ça, donc évidemment, quand il faut construire
un contenu sonore qui trouve sa cohérence, comme c'était le cas là, comme je l'ai raconté ce matin et comme on l'a entendu. Il peut y avoir de la matière vocale, quoi. Mais je dirais que elle est... C'est pas forcément les bons termes, mais pour ainsi dire, elle est accessoire, disons. C'est la transformation qu'on va en faire comme tout autre matériau qui va construire du sens, justement. Oui, mais tout à fait. Par contre, dans l'expérimentation, il y a un moment un peu clé où, en fait, je demande aux aériennes de travailler, de faire leurs phrases tout en disant tout ce qu'elles voient. Donc c'est la voix... Je pense que c'est pas la voix chantée, c'est pas la voix, mais c'est quand même la voix qui aide à un moment à mettre à distance et peut-être à projeter un peu plus son mouvement, puisqu'il faut dire ce qu'on voit. Et donc ça, c'était un moment un peu clé, type d'exercice de travail, hein, tout simplement. Mais du coup, voilà. Et du coup, en fait, il y a eu enregistrement de ça. Et après, comme il y a tout un processus de travail là-dessus, de raréfaction, de tout ça, ça change complètement la matière elle-même. Donc, si ça répond à ta question. D'ailleurs, c'était assez nécessaire qu'il y ait ce traitement, parce que je me souviens que des mots entiers qui réapparaissaient de temps en temps, on les supportait plus au bout de 3 minutes, quoi, hein, donc, Tout ceci étant dit, la question demeure intéressante de comment est-ce qu'on pourrait représenter... Là, la question ne se pose pas, puisque l'essentiel, disons, est la gravité ou son absence et tout ce qui en découle. Mais la question pourrait demeurer posée sur comment est-ce qu'on pourrait représenter la voix à l'image et quel impact ça pourrait avoir sur d'autres modes de présentation, disons, sur d'autres actions. Quel impact d'une représentation visuelle de la voix sur le geste ou sur la lumière, que sais-je. Voilà, bon. La question reste ouverte. Complètement. Pluriel. D'autres. On peut conclure. Comme modérateur de la table. Merci à tous les intervenants et merci au public d'avoir été présent et de vos questions et de votre participation. Voilà, je ne sais pas si c'est pas à moi de conclure la journée, je conclue que la table. Anne. Non, parce que si je fais la liste de remerciements, je vais... On ne va pas faire la liste des remerciements, juste pour dire qu'on a quand même un petit pot là pour terminer la journée, pour ceux qui veulent. Et puis que demain matin, on se retrouve ici pour tous ceux qui veulent. Hein, c'est-à-dire que tout le monde est convié, puisque l'idée, c'est bien de prolonger cette journée de réflexion un petit peu théorique, quoi qu'on ait quand même été vraiment dans le concret. Mais il s'agit de demain de voir comment tout ça va insuffler des propositions concrètes, techniques, formelles. Et demain, on va commencer déjà à réfléchir à ce qu'on va faire au mois de septembre. Donc on a besoin de toutes les bonnes volontés qui ont tout entendu aujourd'hui et pour faire des propositions demain matin. Voilà. On va boire un petit pot et puis on...